Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Virtuality TV, la télé du salon 2018 de Virtuality. Aujourd'hui, pour cette deuxième journée, nous sommes avec Sophia de Séguin. Bonjour Sophia, à aider les jeunes autistes à améliorer leurs interactions sociales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe ? Bien sûr, alors c'est un projet en effet qui utilise HoloLens, donc la technologie mise au point par Microsoft, pour aider les jeunes autistes. Donc pour l'instant on s'adresse à une population assez jeune, puisque c'est à l'âge auquel en fait on est le plus disposé à améliorer ses compétences, à progresser. Et donc on construit pour eux, donc en dialogue avec des soignants, des éducateurs, des médecins, des applications qui sont comme des jeux en fait, qui vont permettre à travers chaque étape de progresser et d'améliorer ses compétences sociales. Et en fait notre objectif à long terme c'est de résoudre un problème qui est celui de l'apprentissage en conditions réelles, qui peut être dangereux ou logistiquement un peu risqué à mettre en place. Donc on peut dépasser ça par l'entraînement avec la réalité mixte, et l'objectif donc à long terme c'est de favoriser leur insertion sociale en fait, leur inclusion sociale, pour qu'ils rejoignent davantage l'école, notamment parce qu'en France par exemple il y a 75% des jeunes autistes qui suivent pas une scolarité classique dans un établissement typique, mais qui sont pris en charge dans des établissements hospitaliers. On voudrait changer la donne un peu à cet égard. Quand vous parlez de danger pour apprendre en situation réelle, qu'est-ce que ça implique par exemple ? C'est très concret et très simple. Par exemple, si un enfant a besoin de devenir autonome, il va falloir qu'il aille à l'école tout seul et apprendre à traverser une rue par exemple, et savoir quand traverser, la couleur de feu, quand il n'y a pas de voiture, etc. Et donc ça, ce genre d'apprentissage, il est très difficile. Il peut être très difficile pour une personne qui est atteinte de troubles du spectre autistique, et mettre ça en œuvre, c'est compliqué. Il faut bloquer toute une rue, peut-être s'entraîner beaucoup de fois, ou faire très attention au moment où la voiture passe, alors que si on reconstitue ça en indoors ou même à travers des apprentissages avec la réalité mixte, à la fois logistiquement c'est plus simple à mettre en œuvre, et puis c'est moins risqué, et puis on peut répéter l'expérience, entraîner à nouveau, la moduler, avoir des événements progressifs où au début tout est simple, après il y a un chien qui aboie ou un stimuli qui est imprévu. Enfin voilà, on peut ajouter beaucoup de paramètres qui ressemblent à ceux de la vraie vie en fait, même en réalité mixte. Et il y a quand même une notion de jeu avec ces dispositifs ? Oui, c'est très important d'avoir cette notion de jeu, d'abord parce qu'on s'adresse à des jeunes, à des enfants, à des pré-ados, donc il faut que ce soit ludique pour apprendre mieux, pour qu'il y ait une incitation. Et puis aussi, ce qu'on sait, c'est que dans le spectre autistique, il y a beaucoup de jeunes autistes, je crois que c'est assez connu ce trait de caractère, qui ont ce qu'on appelle des stéréotypies, c'est-à-dire des passions un peu fixes pour un domaine. Ils adorent les dinosaures ou l'Égypte ancienne, ou je sais pas, la météo, des choses comme ça. Donc on va pouvoir designer les jeux de façon à ce que ce soit ludique. Et par exemple, la première application qu'on est en train de développer, c'est un jeu tout simple pour travailler sa motricité. Il faut aller éclater des ballons dans une pièce, puis ensuite échanger avec un hologramme, un avatar qui nous les envoie. Et là, par exemple, on pourra avoir des ballons en forme de dinosaures, de planètes ou des choses comme ça pour favoriser l'apprentissage. Donc il y a toujours cette dimension ludique en effet. Donc c'est à la fois un dispositif ludique et médical. Vous parliez du manque qui peut exister en termes d'accompagnement des jeunes autistes aujourd'hui. C'est quoi la situation en France en ce moment ? Oui, alors juste apporter une petite nuance, c'est vrai que dispositif médical, c'est un terme qui est déposé, c'est-à-dire qu'on a obtenu ce qu'on appelle le marquage CE, qui est c'est toute une série d'agréments qu'il faut avoir reçu. Et ici, nous, on est encore au stade de tout début du projet, donc on va déposer la demande au comité de protection des personnes, à la CNIL, etc. Mais on souhaite devenir un dispositif médical. Pour l'instant, on est un dispositif éducatif, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voudrait avoir. Donc là, c'est pour faire quelques brefs rappels donc, sur la situation de l'autisme. Donc, les statistiques générales, c'est une naissance sur 100, voire un peu plus dans certaines régions du monde. Donc ça représente 8000 naissances en France par an, ce qui est très important. Et donc pour les chiffres de l'autisme, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a 75%, alors c'est une moyenne, mais 75% des jeunes autistes qui ne suivent pas une scolarité classique, et donc qui sont pris en charge dans un institut médico-éducatif ou dans des centres pédopsie. Et on peut dire que la France est à la traîne, en fait, est assez en retard dans la prise en charge de l'autisme. Si on regarde, alors c'est lié à plein de raisons, mais dans d'autres pays, aux États-Unis notamment, les chiffres sont inversés. C'est-à-dire que c'est 75% des jeunes autistes qui sont intégrés, avec certes peut-être des éducateurs spécialisés qui viennent de temps en temps, mais qui sont quand même intégrés dans la société classique. Dans des structures dites normales, c'est-à-dire ils vont à l'école avec des enfants qui ne sont pas... Ok. Donc il y a un retard important en France. Et l'objectif, c'est de combler ce retard, oui, en partie. Voilà.
Tu disais un peu plus tôt que c'est une solution qui s'adresse aux jeunes parce qu'ils sont capables de mieux appréhender la technologie, mais d'un autre côté, j'imagine que leur comportement peut parfois être aussi un peu plus imprévisible. Est-ce qu'ils sont intégrés, les enfants, au processus de réflexion et de développement ? Alors, ce que tu soulignes, c'est une chose très importante et qui est aussi qui fait partie des recommandations de l'autorité de la santé, en fait, qui est vraiment l'autorité publique de santé qui a les bonnes pratiques, les bonnes méthodes qui sont avérées pour répondre aux problématiques des jeunes atteints de TSA. Et donc, ce qui est recommandé, c'est d'avoir une approche pédagogique et qu'en fait, l'enfant, ce que tu dis, comprenne et soit intégré dans la démarche et comprenne exactement où on veut en venir. Et donc, c'est vrai que la solution à l'autisme, à partir de là, elle risque de ne pas s'adresser à toute la population autiste, puisque le spectre est très vaste, très ouvert, et donc à la fois, il y a des autistes qui sont des autistes de haut niveau, on parle des Asperger, on les connaît, et qui vont bien comprendre ce qu'on attend d'eux. En revanche, il y a des formes d'autistes qui sont beaucoup plus lourdes, avec un handicap intellectuel, et cela risque de ne pas comprendre ce qu'on attend d'eux. Ça peut introduire aussi de la confusion dans leur compréhension, et ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc, on va très attentivement, dès le début, avec les médecins, établir des critères d'inclusion et de non-inclusion pour savoir qui cette solution peut aider, et qui pas, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas introduire une confusion supplémentaire ou que ce soit source d'anxiété, de stress pour ceux qui vont utiliser l'autisme. Et est-ce que le choix du matériel est important dans ces cas-là ? Est-ce qu'ils peuvent se sentir un peu gênés par le casque, par exemple ? Tout à fait, c'est un point aussi important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui sont hypersensibles et qui ont des sens exacerbés, notamment celui du toucher. Le fait d'avoir des lunettes qui sont quand même, c'est pas anodin, ça pèse plus de 500 grammes sur le visage. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'en essayer, mais ça pèse un petit peu sur le nez. Ça, c'est encore une version qui est un prototype, donc c'est pas du tout évident. Et là, on va essayer d'être là aussi prudent et de bien tester l'acceptation, en fait. Alors certes, on a eu des retours qui sont quand même positifs. On a fait des pré-tests déjà avec des enfants, et même là sur le stand, il y a des enfants qui sont passés, qui ont testé l'application et qui étaient vraiment super à l'aise. Donc je pense que le niveau de familiarité et d'aisance avec tout ce qui est nouvelles techno, hologramme est plus élevé forcément chez les jeunes d'aujourd'hui. Et puis pour les autistes aussi, ils ont une forme d'intérêt, d'appétence, de facilité qui est plus grande avec les hologrammes qu'à travers des interactions humaines qui peuvent les angoisser, parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus, de choses qui pour eux sont angoissantes. Donc ça présente un très fort potentiel, mais c'est sûr qu'il y a toute une partie qui ne va pas accepter. Et c'est aussi pour ça qu'au moment des tests, on a, avec Alban, donc la prototypeuse de l'Institut Pasteur, en fait, elle a fabriqué une impression 3D de HoloLens. Alors c'est un peu étrange, c'est un peu rétro HoloLens, il n'y a pas les hologrammes, il n'y a rien, mais ça va permettre d'établir ces critères. Si jamais elles sont cassées ou jetées, il n'y aura pas de problème, et on verra qui les supporte bien ou pas. Et est-ce que Microsoft vous accompagne dans cette démarche de créer du matériel qui soit vraiment adapté à une population un peu particulière ? Alors, oui et non, parce que Microsoft, en effet, nous accompagne à connaissance du projet depuis ses débuts. Il y a Philippe Trottin, qui est le référent handicap de Microsoft, qui suit le projet de très près, donc on dialogue beaucoup avec Microsoft. Ce serait tout à fait possible, en effet, d'adapter, ça a été l'objet d'échanges, même là, ces jours-ci, d'adapter les lunettes et d'en faire, par exemple, quelque chose de beaucoup plus ludique, d'avoir un côté casque de chevalier, etc. Mais là, ça concerne encore, à nouveau, une population qui accepte bien ça. C'est-à-dire que, donc, on pourra travailler sur les HoloLens. Ensuite, la techno est ce qu'elle est, donc elle a un poids, le champ de vision reste encore assez étroit, donc c'est sûr que ça représente aussi une certaine contrainte technologique qui a aussi des avantages parce que c'est de la réalité mixte et qu'il y a ce lien avec le réel qui est maintenu, mais le dispositif, il a une partie de contraintes qu'on prend en compte aussi on pourra aider, c'est pas la panacée, on ne pourra pas s'adresser à tout le monde avec cette solution. Et est-ce qu'on peut envisager qu'elle soit aussi utilisée par des adultes ? Oui, en fait, c'est vrai, il y a pas mal d'opportunités, de possibilités avec cette solution. On a déjà échangé avec des médecins et des soignants qui nous ont parlé d'autistes adultes, notamment les autistes de haut niveau, des Asperger, qui auraient toujours des problèmes dans certaines conditions sociales. Et j'ai vu qu'il y avait, alors je ne sais plus leur nom en tête, mais beaucoup de startups qui ont été créées aussi pour les aider à s'intégrer dans le monde de l'entreprise, qui a évidemment beaucoup de choses à apporter, de compétences particulières, de vision aussi, sans doute qui peut être extrêmement utile et aussi productif dans la logique de l'entreprise. Et pour aider ces personnes-là, on pourrait tout à fait imaginer des applis qui seraient préparer un entretien important, ou même un rendez-vous d'embauche, voire dans des situations plus intimes, préparer un rendez-vous amoureux, avec une sorte de tuto pour être guidé un peu plus dans les étapes de la vie qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, oui.
Et pour les enfants, est-ce que c'est important de suivre justement la façon dont ils réagissent avec le dispositif et au sein de l'application ? Oui, c'est une énorme partie du travail qu'on va faire pour cette solution. C'est toute la partie de conception et de développement de l'interface qui va permettre d'avoir un feedback en temps réel de ce qui se passe, de ce que voit l'enfant, avec l'accès à toutes les statistiques qui vont être aussi très utiles pour étudier la façon dont fonctionne la cognition chez les jeunes autistes, comment ils traitent l'information, comment ils la hiérarchisent, etc. Donc l'interface, elle va être super importante pour avoir ce feedback en temps réel, pour aussi pouvoir mettre en pause éventuellement ou enlever des éléments de l'environnement s'il est trop anxiogène. Parce qu'on va aussi avoir des capteurs qui vont permettre de voir quel est le niveau de stress pendant l'apprentissage, et s'il est trop élevé et qu'on a des battements de cœur par minute par exemple qui sont trop forts, on va pouvoir mettre pause ou moduler peut-être certains éléments qui sont trop stressants. Mais bon, donc il y a ce suivi qui est très important, et puis d'avoir un suivi global aussi, et pouvoir lier éventuellement les critères diagnostiques de l'autisme aux résultats qu'on a obtenus. Alors ça, ce serait à mon avis dans un stade d'évolution beaucoup plus avancé, mais voir si on a une jeune personne par exemple qui semble souffrir de troubles du spectre autistique, peut-être à travers tel jeu donné, voir en fonction de là où il regarde, sa vitesse de réaction, voir s'il est plutôt hyperactif, hypoactif, et puis le diriger ensuite vers le bon personnel médical, parce que ça pourrait aider un peu en tant qu'outil diagnostic, mais on n'en est pas là, et pour l'instant on parle davantage d'études, parce qu'on ne sait pas exactement jusqu'où on va pouvoir aller. Et ces données, donc tout ce qui est rythme cardiaque, etc., ce sera mesuré comment? Il y aura des capteurs directement intégrés au casque, ou ce sera ailleurs? Alors, on y réfléchit en ce moment. Pour l'instant, on reste assez modeste pour la preuve de concept. Ce sera un bracelet assez classique. On le développe en interne avec un ingénieur embarqué parce que ça nous intéresse de le faire par nous-mêmes, de voir quel type de données on peut avoir. Après, soit on le miniaturisera par nous-mêmes, soit on essaiera de nouer un partenariat, parce que je sais que dans le gaming en particulier, il y a des super bracelets très performants qui mesurent plein de choses. Donc voilà, on est en train de dialoguer aussi avec certains des acteurs de l'industrie du jeu pour voir si on peut associer le bracelet. Après, c'est vrai que ce serait très intéressant, ça pourrait être intéressant en tout cas d'avoir des capteurs à la tempe par exemple, et de les intégrer au casque. C'est à voir. Après, il faut que ça ait une réelle utilité. Et si un bracelet convient très bien, qu'il est en plastique et léger, pourquoi pas. Et ces données, ensuite, elles sont transmises à qui? Aux éducateurs, aux parents? Oui, la question de l'hébergement des données de santé, du traitement des données de santé est très importante, surtout avec la GDPR qui arrive ici. Il faut être vraiment très scrupuleux dans la façon dont les données sont traitées. Donc, a priori, mais là encore, on va voir quelle solution est la plus pertinente à construire. Mais a priori, les données, les établissements de santé en auront la responsabilité. Nous, on permettra de les visualiser à un moment donné avec un login, etc., d'un éducateur, mais on ne va pas les traiter. Et si jamais on en fait état, elles seront anonymisées. Enfin, voilà, il y a des processus qui sont assez rodés pour ça. Et est-ce que les parents seraient à même de les comprendre? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a besoin un peu de pédagogie à ce niveau-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement accepté et compris? Non, ce qu'on souhaite, c'est avoir une grande lisibilité déjà pour les éducateurs, que ce soit simple pour eux, qu'il y ait une façon de visualiser les statistiques, le niveau d'anxiété, ensuite le taux de réussite, la vitesse de réaction par exemple, ou le déplacement dans l'espace, d'avoir un suivi qui soit le plus fluide et le plus lisible possible, donc qui soit consultable aussi par un éducateur en un coup d'œil, éventuellement par les familles, ou éventuellement on parlait des autistes adultes tout à l'heure, par ceux qui vont l'utiliser par eux-mêmes en ayant pleine conscience et responsabilité de ce qu'ils sont en train de faire. Et est-ce que les parents font partie des groupes de discussion que vous organisez, enfin, ou en tout cas des groupes de réflexion? Est-ce qu'ils sont sensibles à l'approche que vous menez? Ils sont très sensibles à cette approche, on discutait avec eux, mais vraiment on est au début encore du projet, et pour l'instant notre dialogue il est plutôt, on a une démarche assez, en fait encore pas mal scientifique, académique pour commencer. On dialogue vraiment avec des éducateurs spécialisés, des médecins, pour construire la solution qui convienne. Mais c'est vrai que les familles, là incidemment on a échangé avec eux, et forcément elles sont très intéressées parce qu'elles cherchent des meilleures solutions pour gérer leurs enfants à la maison et puis qu'ils soient bien à l'école aussi. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais ils seront inclus dans la démarche, c'est sûr. Il y a une question qui m'intéresse, qui m'intrigue plutôt, c'est qu'aujourd'hui on a tendance à associer encore un peu le jeu vidéo, les écrans, la technologie à des situations d'enfermement en ce qui concerne les enfants. J'ai l'impression que la théorie que vous défendez là est complètement autre. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer du lien plutôt qu'une situation d'enfermement? Alors il y a plusieurs choses ici, déjà je pense dans le choix de la techno par rapport à la VR qui en effet, en particulier pour des autistes qui ont ce goût, cette facilité naturelle pour aller vers tout ce qui est interface, hologramme, application, etc. Le choix de la réalité mixte c'est moins enfermant certainement que la réalité virtuelle qui peut être un peu bloquante ou trop immersive. La réalité mixte maintient le lien avec la réalité beaucoup, donc
il n'y a pas, je pense que ce risque peut-être de se déconnecter du réel, c'est ce qu'on cherche à tout prix à éviter. Et le pari de ce qu'on appelle la transférabilité, c'est-à-dire ce qui aura été appris grâce à la réalité mixte, on puisse ensuite sans problème l'appliquer dans le monde réel. On compte là-dessus sur la réalité mixte. C'est sûr que c'est un débat assez ancien, mais j'espère qu'avec la réalité mixte et puis surtout la présence de l'éducateur qui sera là tout le temps, au moment où il y aura cet apprentissage, seront favorables pour maintenir le lien avec le réel. C'est ce qu'on souhaite. Mais là-dessus, je pourrais rebondir aussi, c'était un sujet de discussion avec des spécialistes de l'autisme qu'on a rencontrés. C'est qu'il est possible, avec le développement des intelligences artificielles, le perfectionnement de ces mondes virtuels qui est finalement, alors moi je trouverais ça peut-être un peu triste à ce stade, mais qui est finalement une aisance beaucoup plus grande pour certaines personnes autistes à vivre dans des mondes qui sont virtuels, à dialoguer avec des IA, etc. et à se passer de cette forme d'humanité, peut-être d'imperfection ou de gêne émotionnel qui persiste malgré tout dans les interactions sociales. Bon, on n'en est pas encore là du coup, mais à suivre. Vous le disiez, c'est encore le début du projet. Aujourd'hui, c'est quoi les prochaines étapes pour vous ? Alors en effet, c'est le début du projet, donc là on est en phase de faisabilité. Donc là, de mon côté, je cherche assez activement des financements. Donc on s'est rapproché de la région Île-de-France pour être soutenu dans cette étape. Pour l'instant, on a développé l'application, on est en train de finaliser. Il y a une réunion qui est prévue là, dans quelques jours avec le chercheur, les médecins, ceux qui travaillent sur l'application pour échanger ensemble et l'améliorer, la finaliser. Il y a cette demande qui est faite auprès du Comité de protection des personnes, de l'Agence nationale du médicament et puis de la CNIL pour pouvoir mener les tests ensuite, qui vont être des tests d'admission à l'expérience, inclusion et non-inclusion, voir qui peut participer, et ensuite des tests qui vont être menés pour vérifier l'efficacité de notre première application, à la fois donc au service pédopsychiatrique d'un hôpital parisien, donc un grand hôpital parisien, je ne vais pas le citer encore parce qu'on est en train de signer les papiers avec eux, et aussi à l'institut médico-éducatif d'un hôpital de Moselle qui s'appelle l'hôpital Saint-Jacques-de-Dieuze. Voilà. Et si on se projette très très loin, c'est quoi l'autisme demain ? Alors ce serait une solution complète en fait, avec tout un catalogue d'applications, à la fois peut-être pour les jeunes et puis pour les adultes, peut-être même sortir des troubles du spectre autistique pour s'adresser par exemple à ceux qui ont des troubles du déficit de l'attention et d'hyperactivité, voire des troubles neurologiques autres, pour proposer des scénarios sociaux qui soient adaptés vraiment aux besoins problématiques de chacun et qui permettent de s'intégrer ensuite socialement mieux, que ce soit à la fois un dispositif qui soit dans les hôpitaux, les centres d'accueil pour les autistes, mais peut-être utilisé aussi à l'école, pour les familles, pour globalement à la fois servir la recherche, étudier mieux la façon dont le monde est appréhendé aussi, comment l'information est traitée et mieux comprendre comment fonctionne l'intelligence ou la compréhension du monde des personnes qui sont atteintes d'autisme. Et puis avoir un usage qui puisse être privé aussi, familial, enfin voilà, encourager l'inclusion sociale de toutes ces personnes et permettre un peu de mieux les comprendre aussi. Et il y aurait de l'intelligence artificielle dans cette solution complète ? C'est tout à fait possible. Là, on travaille donc de très près avec Microsoft et donc HoloLens. Pour l'instant, il y a encore des défauts, mais c'est une solution une technologie qui est amenée à évoluer encore. Le champ de vision notamment est encore assez restreint, donc il pourrait être plus agrandi. Et la question de l'IA est très intéressante aussi pour pouvoir s'entraîner à dialoguer, par exemple, avec un avatar, en disant par exemple comment est-ce que je fais pour échanger, avoir un dialogue simple avec quelqu'un pour les autistes qui ont du mal avec la communication verbale, ou aller un peu plus loin dans des scénarios élaborés où il y a un échange, une discussion, ça pourrait être très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Nous, on se retrouve demain avec de nouveaux lives pour la 3e et dernière journée de Virtuality. On espère que ça vous a plu et à bientôt.